Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette triste nouvelle, la disparition du directeur du budget, Abdou Diouf. Il est décédé hier des suites d'un malaise. Dans un communiqué du ministère des Finances et du Budget qui confirme la nouvelle, l'inspecteur principal du Trésor décrit comme un homme loyal au service de son pays. Nommé directeur général du budget le 22 janvier dernier, il occupait auparavant les fonctions de coordonnateur de la direction générale du budget. En septembre 2024, il était l'invité de l'émission Dakar Lobby sur la TFM pour commenter le rapport du FMI sur la crise économique au Sénégal. Paix à son âme. Le reportage du jour à présent, elle est surnommée Khadi Légumes. C'est une jeune femme partie de rien et qui s'est fait un nom dans la production et la commercialisation des légumes. Après un échec au baccalauréat, elle décide de se lancer dans l'agriculture à Diogo, dans la région de Thiès. Ses débuts sont difficiles, mais Khadi ne lâche rien. Elle tente même de développer son activité à Notogui Djama, où ses produits sont emballés avant d'être acheminés vers Dakar. Khadi, une entrepreneuse plutôt en pleine ascension, c'est un reportage signé Abdoulaye Diop. C'est une surface de 10 hectares située à Diogo, dans la commune de Thiès. Khadi Légumes y cultive une grande variété de légumes. C'est ainsi qu'elle a acquis sa renommée, notamment sur les réseaux sociaux où elle est très présente. Cette entrepreneuse, dont le nom est devenu un symbole de réussite dans le secteur, a traversé des moments difficiles, mais elle s'est inspirée de son père, un médecin originaire de Thiès, qui a exercé dans la région et qui possédait une parcelle de terre ici. J'ai eu la chance d'être aidée par mon père, c'est lui qui m'a appris l'agriculture et la valeur du travail, et ce, depuis l'arrêt de mes études. Il m'a montré le chemin. Mais c'est surtout avec l'aide d'un petit budget que sa mère lui a offert que Khadi a rapidement démarré son projet. J'ai commencé avec ce budget parce que je savais que les graines n'étaient pas trop chères à ce moment-là. Il fallait juste 3 000 ou 5 000 francs pour se lancer et avec ça, on pouvait débuter son activité. Sous l'ordre de Khadi, ses employés récoltent les légumes. Ensuite, ils les mettent dans les sacs et passent le relais à la deuxième équipe. Nous allons à Notogui Djama. Ici, des femmes s'occupent de l'emballage de légumes. Certaines lavent soigneusement les carottes, d'autres pèsent les maniocs, ou ici, où des femmes conditionnent les tomates et les piments dans des sacs prêts à être distribués. Tout cela sous la supervision de Ndeye Samb, responsable de cette équipe. Notre tâche consiste à emballer les légumes et le conditionnement permet qu'ils puissent se conserver jusqu'à une semaine sans se détériorer. C'est elle qui s'occupe de la sortie des marchandises, de la gestion de l'argent et de la coordination de l'équipe pour que les légumes arrivent à temps pour les livraisons à Dakar. C'est une femme courageuse qui dirige cette activité. C'est une femme courageuse qui dirige cette activité avec près de 40 personnes tout en supervisant également mes poulaillers. Les légumes sont ensuite déposés dans ce camion et sont acheminés à Dakar où ils seront livrés aux clients. Parallèlement à son activité agricole, Khadi gère 2 poulaillers. Pour chacun, elle élève 2000 poussins et 2000 poules prêts à être vendus. Dans cet espace ici, elle élève des vaches, des chèvres et des moutons. Mais elle doit faire face à un défi majeur, la création d'un forage, car l'approvisionnement en eau fait cruellement défaut dans la zone. Mais Khadi n'hésite pas
Pour elle, rien ne doit l'empêcher de devenir l'une des plus grandes entrepreneuses du pays. Et nous lui souhaitons bon vent à Khady Sow, alias Khady Légumes, un journal qui va donc se décliner au féminin. Journée mondiale des droits des femmes oblige. Cette fois-ci, nous nous intéressons à une dame qui s'est fait un nom dans le domaine de la finance. Il s'agit d'Astou Rose Gaye, la seule femme au Sénégal qui dirige une banque de grande envergure. Un modèle de leadership qu'elle développe depuis 1997, année à laquelle elle a commencé à s'activer dans ce secteur. En cette journée mondiale de la femme, notre reporter Habib Faye nous dresse son portrait dans ce reportage. Astou Rose Gaye est la directrice générale de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Depuis 28 ans, elle s'active dans ce domaine. Aujourd'hui, ses efforts sont couronnés. Une femme qui a un cursus élogieux dans les affaires de la banque. Ce matin, elle franchit le seuil de la porte de son lieu de travail, sourire aux lèvres. Elle entame son rituel habituel avant d'accéder à son bureau. Un sentiment de fierté l'anime déjà, dit-elle, étant une femme qui assure la haute hiérarchie d'une banque au Sénégal. J'ai gravi tous les échelons, en tout cas en interne de la ligne commerciale, en passant par la direction de chef département crédit, chef département commercial, puis directrice de l'exploitation. Pour la petite histoire, la direction de l'exploitation est chargée du montage des projets immobiliers, des projets investissement, et se positionner également pour le financement des acquéreurs dans les différents programmes que nous montions à la banque. Donc j'ai occupé ce poste pendant 5 ans. On m'a toujours pressé d'être trop maternelle. J'aime encadrer les gens, j'aime tirer les gens vers le haut. Et durant mon parcours, il est arrivé même que mes supérieurs me le reprochent, d'être trop maternel. Mais je pense qu'il faut savoir déceler des pépites et les tirer vers le haut, leur faire confiance. Peut-être c'est ça ma marque de fabrique. Les femmes jouent aujourd'hui des rôles prépondérants dans les institutions. Cette montée de la gente féminine est à encourager selon elle. On est monté en puissance petit à petit. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 directrice de banque au Sénégal. Et au sein de la Banque de l'Habitat, je pense que dans notre CODIR, on est à près de 35%, si je ne me trompe, de membres de CODIR féminins. Donc, je ne compte même pas les chefs de département, les chefs d'agence. Il y a des agences où il y a presque que des dames et elles sont très très performantes. Une performance qui l'amène à inviter les parents à soutenir leurs filles dans leurs études. C'est un appel à laisser les jeunes filles à l'école, à leur laisser poursuivre leurs études parce qu'elles ont leur place dans la société. Aux femmes, je dirais de croire en elles, en leur leadership, en leur potentiel et en leur puissance. De travailler. C'est vrai, nous travaillons dur, parce que nous travaillons à la maison et nous travaillons dans notre bureau. Nous sommes obligés de faire 2 fois plus que les hommes pour arriver au même niveau. C'est notre destin. Moi, je l'accepte et je le fais. Et je mets le prix, en tout cas, pour travailler autant qu'il faut pour pouvoir arriver au niveau que je me suis fixé. Qu'elles continuent à croire en elles et à continuer leur carrière. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Une famille qu'elle va retrouver pour partager avec elle la rupture du jeûne en cette période de Ramadan. Astou Rose Gaye a su se sacrifier pour la réussite de ses enfants. En cette journée mondiale de la femme, elle prône pour le leadership féminin. La révision du Code de la famille et une riposte collective contre les violences sexuelles et sexistes sont au menu de la célébration de cette journée du 8 mars pour ces femmes qui naturellement comptent porter le combat. Cette journée est aussi un moment privilégié pour encourager la gente féminine à devenir plus autonome. Au ministère du Travail, le ministre Abbas Fall espère que le projet de loi sur leur autonomisation sera bientôt adopté par les députés Alassane Ba et Amadou Ba pour les détails. Loin de tout folklore, l'amicale des femmes du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions opte comme elle le fait chaque année pour la réflexion et la contribution au thème choisi pour la journée mondiale. Pour 2025, il s'agit de réfléchir sur le thème droit, égalité et autonomisation des femmes et des filles.
Et c'est quelque chose qui nous parle particulièrement en tant que ministère du Travail, en termes de droit du travail, en termes de protection sociale, mais également en termes d'autonomisation des femmes quand on parle d'emploi, l'entrepreneuriat. Donc tout ça, c'est des sujets qui nous parlent personnellement en tant que département et nous voulons y apporter notre contribution par rapport à la réflexion et éventuellement faire des recommandations pertinentes qui pourront être utilisées par nos différentes autorités. Pour moi, je crois qu'en termes d'autonomisation, il faut leur accorder beaucoup plus de responsabilités et je suis heureux de voir que lors du Conseil des ministres passé, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé à ce que le projet de loi sur l'autonomisation économique des femmes soit finalisé pour être déposé à l'Assemblée nationale. Djigen Sénégal a aussi célébré cette journée. Les féministes plaident pour la révision du Code de la famille. Il y a énormément de dispositions, je dirais bien, discriminatoires à l'égard des femmes et des filles dans le code de la famille. Et au-delà de ça, on peut parler également de l'autorité parentale. La question de l'autorité parentale, la question du refus de la paternité sont autant de problématiques auxquelles nous faisons face et il urge pour l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités vraiment pour contribuer efficacement à avoir un code de la famille équitable et juste. Au-delà de ces thématiques, bien évidemment, il y a la question de l'avortement sécurisé en cas d'inceste et de viol. C'est un plaidoyer que nous portons. Riposte féministe et collective contre les violences sexuelles et sexistes, thème abordé par l'association Djigen. Ses membres ont décidé de mettre en place un cadre de veille et d'alerte contre les violences sexuelles. Et dans cette édition, on s'intéresse également aux filières réputées masculines et qui de plus en plus sont embrassées par des femmes au centre de formation de Taïba Ndiaye. Les métiers de maçon, de mécanicien ou encore de chaudronnier ne sont plus l'apanage des hommes. De braves femmes qui ne comptent que sur la sueur de leur front pour survivre. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïlatia. Dans la maçonnerie, le dessin bâtiment, courage en bandoulière, ces jeunes filles ont elles-mêmes construit ce bâtiment au sein du centre de formation de Taïba Ndiaye. Oui, c'est un métier très bon parce que nous guide dans l'avenir. Le métier est un métier d'avenir. C'était ma passion. Je l'avais toujours voulu depuis mon enfance. Créer, dessiner. Ce logiciel AutoCAD, ça nous permet de créer des plans, RDC, étages, plans terrasses et des plans de coffrage. La mécanique, l'électricité, la menuiserie métallique ne sont pas en reste. C'est la mécanique moderne, effectivement. Mécanique professionnelle qui suit les normes des constructeurs, revues techniques et les références que donnent ceux qui ont construit ou bien ceux qui ont fait la conception des moteurs ou bien des voitures. La plupart des jeunes filles ont embrassé ces secteurs par passion. Ici au centre, depuis 2019 à nos jours, nous sommes à une centaine d'apprenants qui sont sortis de notre centre. Nous sommes dans une zone industrielle. Certaines entreprises nous appuient. Des fois, ils nous prennent des stagiaires. À l'issue de leur formation, elles sont toutes casées au niveau des entreprises de la place comme les ICS, GCO et la centrale solaire de Taïba Ndiaye. À Kaolack, ce sont toutes les associations féminines qui se sont regroupées ce 7 mars pour célébrer la Journée internationale des femmes à leur manière. Elles ont remis un mémorandum au gouverneur de Kaolack. Dans ce document, ces femmes que vous voyez sur ces images ont fait part de leurs préoccupations relatives à l'accès à la terre ainsi qu'aux matériels agricoles. Nous écoutons Mariem Pouy-Anne, préfet du département de Nioro. Elle s'exprime au micro de Ousmane Deme-Tierno Diallo. Aujourd'hui, on a symboliquement célébré la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Mais on a voulu quand même nous démarquer par rapport au niveau national. En quoi faisons? En regroupant toutes les associations féminines au niveau de la région de Kaolack. Pour qu'ensemble, on tienne une activité dans la solidarité et dans l'inclusion. Notre pays a un nouveau référentiel. Donc, c'est-à-dire l'agenda national de transformation 2050. Et dans la mise en œuvre de ce projet, les dames, les femmes ont une part importante à jouer. Et c'est l'occasion de réfléchir sur ce nouveau programme, ce nouveau projet
qui va à l'horizon 2050 mettre notre pays sur la voie du progrès, du développement. Alors, comme nous le savons généralement dans la célébration de la Journée internationale des femmes, il y a plus l'aspect folklorique qui est mis en avant. Mais quand même, nous avons jugé nécessaire de nous démarquer. En tout cas, d'apporter une touche différente. Une touche qui puisse inspirer d'autres régions. Et puis, croire qu'entre femmes, si on se comprend davantage, si on se fait confiance, si on se donne la main, on peut réaliser de grandes choses. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons réussi aujourd'hui dans la région de Kaolack. Alors, le mémorandum, c'est un petit document qu'on a essayé de présenter à l'autorité pour lui faire un peu part de nos différentes préoccupations dans les différents secteurs. Ousmane Deme, merci. Bien évidemment, on ne saurait célébrer les femmes ce soir sans rendre hommage aux femmes de Nder, Talata Nder. Nder, ce village historique du Waalo. Pour rappel, un 7 mars 1820, des femmes se sont immolées pour exprimer leur bravoure face aux envahisseurs. Plus de 200 ans après, les fils du Waalo ont célébré cet événement. Les habitants de Nder ont aussi mis sur la table des autorités plusieurs doléances liées à l'état chaotique de la route de Nder, à l'accès à la terre pour les femmes et à l'eau. Suivant à ce sujet, le secrétaire général du comité de pilotage de Talata Nder, Ousmane Ben Choy. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Soit véritablement un site touristique accueillant qui permet vraiment de booster la zone. Comme vous le voyez, monsieur le gouverneur, arrivant à Nder, vous voyez que nous avons une route impraticable, une route vraiment accidentée. C'est ainsi que nous demandons à l'État du Sénégal de nous affecter des professeurs, de construire le collège de Nder, parce qu'actuellement le collège est logé au niveau de l'école primaire. Ça, c'est des doléances que Nder porte, la commune de Nid dans sa globalité. Un district sanitaire digne de son rang pour que véritablement la santé soit quelque chose pris en main par l'État du Sénégal. Que nos femmes, nos mères, nos enfants qui sont en état de grossesse peuvent véritablement se soigner sans aucun souci. Nder se trouve, et la commune de Nitsa se trouve à moins de 50 mètres du lac de Guerre. Le lac, comme vous le voyez, il y a des maladies, il y a la bilharziose, il y a beaucoup de maladies. Donc, la santé est vraiment morose dans cette localité. C'est ainsi que nous demandons l'appui de l'État du Sénégal. L'agriculture. À présent, ce plaidoyer du porte-parole de l'association des imams et oulémas du Sénégal, l'imam Mortar Ndiaye, appelle à soutenir et à protéger les femmes contre toute forme de violence et de discrimination afin qu'elles soient davantage autonomes. Nous l'écoutons, il était l'invité de Chérif Dia. On ne reste plus 1 ou 2 semaines sans avoir écho à travers la presse qu'une femme a été sauvagement agressée, violentée, violée ou tout simplement tuée. Un phénomène qui fait mal au cœur et que nous déplorons non seulement en tant qu'être humain, mais surtout en tant qu'acteur religieux. Car il faut le rappeler, les femmes sont avant tout nos mamans, nos sœurs, nos tantes, n'est-ce pas, et nos filles. Vous savez, l'islam, il n'a jamais relégué la femme au second plan, comme certains ont tendance à le penser, concernant surtout ses droits et sa dignité. Au contraire, ce n'est qu'avec l'avènement de l'islam que la femme a pu retrouver ses droits et sa dignité. Donc nous devons non seulement les protéger, mais surtout les former, les sensibiliser, les appuyer pour qu'elles soient davantage autonomes. Car il faut le dire, l'autonomisation de la femme, c'est le bien de toute une société. Vous savez, les femmes, elles sont des actrices de développement. Elles sont dans tous les domaines d'activité. Les mutuelles d'épargne, les coopératives, le maraîchage, n'est-ce pas, etc., les tontines. Allez, on parle santé à présent avec la Fédération des syndicats de la santé à Touba qui se dit ouverte au dialogue avec le gouvernement, mais reste inflexible sur certains points, notamment celui de la renégociation d'accords déjà signés. En déplacement à Touba pour remobiliser ses troupes, la Fédération annonce d'ailleurs une grève prévue les 13 et 14 mars prochains. Nous écoutons Chersek, porte-parole du jour, au micro de Talasamba. Pour ces raisons, nous avons bon espoir que les autorités vont comprendre qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir régler le problème. D'autant plus que les points de revendication ne sont pas des revendications nouvelles.
c'est des accords qu'on avait signés avec le gouvernement et qui nécessitaient leur application, mais qui ont été appliqués de façon parcellaire. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le régime indemnitaire, certains agents ont reçu, ça veut dire tous les fonctionnaires, qu'ils soient administratifs ou de soutien, ont reçu leur indemnité, y compris l'indemnité de logement ou l'indemnité spéciale. Dans nos structures sanitaires, là où il y a les contractuels, où pratiquement 70% de ce personnel est constitué de personnel contractuel, tous ceux qui sont dans les soins ont reçu. Il ne reste qu'une petite portion de personnel administratif et de personnel technique qui n'a pas encore bénéficié de l'indemnité de logement. Mais nous ne pouvons pas comprendre que depuis 2021, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de poste budgétaire dans le cadre du recrutement au niveau de la santé et de l'action sociale. Nous avions demandé à ce qu'on fasse une loi rectificative des finances pour revoir, en tout cas sur le plan du budget, comment faire pour faire le transfert à un autre. Parce que nous nous sommes rendus compte que tout ce qui était des dépenses prioritaires ont été ponctionnés de façon drastique. Qui a intérêt à faire ça? C'est ce qui gère les marchés. Et tout l'argent a été gonflé, en tout cas au niveau des lignes budgétaires, conscients à faire croire aux Sénégalais que le problème des structures sanitaires est un problème de relèvement du plateau technique. On a vu dans les structures, durant la Covid, où on a acheté des scanners qui sont tombés à panne moins de 6 mois. Aux Parcelles Assainies de Keur Massar, les travaux du siège de la préfecture sont à l'arrêt depuis des échauffourées qui ont éclaté entre jeunes du quartier et les gendarmes. Une bataille de gagner pour ces jeunes déterminés à conserver leur espace de loisirs et de ne céder aucun centimètre carré à une quelconque autorité. Le point, c'est avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. De l'unité 4 des Parcelles Assainies de Keur Massar Nord se réjouissent de l'arrêt des travaux du siège de la préfecture sur leur terrain. Des tas de sable, les seules traces visibles sur leur espace public, et les élèves qui reviennent de l'école en profitent. Cette décision a été prise par les autorités suite aux manifestations déclenchées par ces jeunes ce jeudi dans la soirée. Le préfet n'a pas vu de son côté, et il n'a pas prôné aussi le dialogue. Il a forcé, l'unité a été assiégée pendant des jours, nos mamans ont été gazées, la jeunesse, voilà, personne n'a été épargné alors qu'on devait apprendre des événements de mars passé. Outre le terrain de l'unité 4, ces jeunes soutiennent également qu'il est impensable de construire le siège du conseil départemental de Keur Massar sur le terrain appelé Yikini de l'unité 2. À Keur Massar, il n'y a que 5 terrains disponibles. Donc nous, si on perd ce terrain aussi, ça deviendra beaucoup plus difficile. Nous qui habitons à Keur Massar, moi j'habite au Parcelles Assainies unité 4, j'ai le droit de jouer ici que les vendredis soirs. Parce que le terrain, quand même, la demande est très forte. Les habitants de l'unité 4 des Parcelles Assainies de Keur Massar Nord ont déjà entamé des procédures auprès des autorités de la SNHLM pour préserver ces espaces publics. De formaliser le terrain au nom de la commune de Keur Massar Nord. Et après, avec le maire Adama Sarr, on pourra voir quand même dans quelle mesure on pourra mener un projet pour le bien de tous les Keur Massarois. De l'unité 4 des Parcelles Assainies de Keur Massar Nord ont dénoncé le dispositif énorme des gendarmes qui a été déployé ces derniers jours dans leur quartier. Hors de chez nous, le retrait précipité de l'aide militaire des USA à l'Ukraine ainsi que son rapprochement avec le président russe Vladimir Poutine suscite de vives inquiétudes en Europe quant à l'avenir de l'OTAN. Un affaiblissement de l'OTAN pourrait en effet laisser l'Europe vulnérable face à une Russie désireuse d'étendre sa sphère d'influence, ce qui fait appréhender le vieux continent pour sa sécurité face au couple américano-russe. Le récit est signé Daniel Diouf. Il faut d'abord comprendre ce qui lie les États-Unis d'Amérique à l'Europe des 27. Ils partagent tous deux une organisation politico-militaire dont la mission est de remplir leurs obligations de défense et de sécurité collective. Cette organisation s'appelle l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord créée en 1949. L'OTAN, le pilier central de la défense occidentale, garantissant la sécurité de l'Europe et de l'Amérique du Nord face aux menaces russes, aux menaces terroristes, entre autres. Son importance plus que jamais renforcée par la guerre en Ukraine et la montée des tensions géopolitiques. Aujourd'hui, les États-Unis menacent de claquer les portes de cette organisation en mettant en place une alliance avec la Russie. Ils violent ainsi le principe du un pour tous, tous pour un, qui sous-tend l'esprit de l'OTAN,
qui a jusqu'ici servi à dissuader la Russie de toute agression contre les pays de l'OTAN, notamment en Europe de l'Est. Le retrait soudain de l'aide américaine à l'Ukraine, encore un motif de Kiev, un acte perçu comme un abandon du soutien occidental à Kiev, renforçant ainsi la position de la Russie dans la région. Une décision critiquée par des figures politiques européennes. Les pays baltes en particulier craignent que cette évolution n'encourage la Russie à adopter une posture plus agressive. Voilà qui a fait parler au président français dans son allocution du 5 mars sur la guerre en Ukraine, d'un monde désormais sans cesse brutal, où la Russie est une menace et où l'Europe n'est plus sûre de pouvoir compter sur les États-Unis d'Amérique. Il y a donc de quoi craindre le retrait éventuel des États-Unis de l'OTAN. À eux seuls, ils représentent environ 70% des dépenses militaires de l'organisation, avec un budget de défense dépassant largement celui de tous les autres alliés combinés. De plus, les États-Unis disposent des forces les plus avancées technologiquement. Les États-Unis déploient également des armes nucléaires sur le sol européen. Les États-Unis possèdent aussi plusieurs bases stratégiques en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni. Et donc, leur présence militaire assure une dissuasion, surtout face à la Russie. Un retrait américain affaiblirait la crédibilité de l'OTAN. Il pourrait encourager la Russie à tester les frontières de l'Alliance. C'est la grande crainte de l'Europe, qui a longtemps compté sur la puissance militaire américaine. En cas de retrait des États-Unis, les Européens devraient assurer eux-mêmes leur sécurité, ce qui demanderait une augmentation massive de leur budget de défense et une organisation stratégique. Ce jeudi, les dirigeants des 27, réunis en sommet à Bruxelles, ont donné leur feu vert à un plan de la Commission européenne pour renforcer leur défense. Quelques 800 milliards d'euros, dont 150 sous forme de prêts, à mobiliser pour renforcer les capacités de défense du continent. Ces fonds doivent servir en priorité à investir dans les domaines où les besoins sont les plus urgents, comme la défense anti-aérienne, les missiles, les drones et les systèmes anti-drones, ou encore les systèmes d'artillerie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, quartier général, un quartier général spécial animé naturellement par Pape Cheikh Diallo et tous ses collaborateurs pour rendre hommage à Serigne Babacar Sy. Excellente suite des programmes en notre compagnie et bon début de soirée à toutes et à tous.